Et bonjour à tous, amis de Time to Roll. Aujourd'hui, on va avoir peur. Avoir peur parce qu'on va expliquer comment avoir peur grâce à un invité de marque et un grand spécialiste de la question. Avec son financement participatif en ce moment qui s'appelle The Space Horror Story, SHS. On lui souhaite que cet acronyme reste dans nos esprits. Et on va accueillir Alnum6 qui va nous parler de son jeu. Et salut Alnum6, comment ça va ? Et bonsoir, écoute, ça va, en ce bel après-midi ensoleillé, Ah oui, hein, c'est... entre 2 jours de pluie. On a du bol. C'est vrai qu'on fait l'interview. On fait pas l'interview dehors, tu me diras, hein, mais bon. Non, c'est l'après-midi, quoi. Voilà. C'est l'après-midi, voilà, vous savez tout des secrets, c'est l'après-midi. Et ben aujourd'hui, Alnum 6, il vient pas ici par hasard, car il a un financement participatif autour de Time Horror... de Time. Ah, ouais. De Time to Roll Horror Stories, si vous voulez. Voilà, Space c'est Horror nouveau. Stories. Time to Space Horror Stories, voilà, c'est Voilà. ça. Donc, de Space Horror Stories, qui est en financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop. On mettra le lien en description. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, les 100% là. Oui, on est à 101. Ah, ça c'est une super nouvelle, voilà, 101%. Donc maintenant, c'est que du bénéf qu'on va avoir pour nous. Alors continuez à financer, c'est important parce que tous les petits cadeaux qui viennent à la suite, ils sont pas dégueux. Écoute, on va commencer par le commencement, Alnum 6, alias Olivier. Oui. Nous allons commencer par petite présentation. Raconte-nous d'où tu viens, qui tu es et quelles a été tes précédentes, parce que c'est le deuxième BP, les précédents produits que tu as mis sur Game on Tabletop et qui ont eu un bon succès et surtout d'excellentes factures et de très bonne qualité. Allez, je te laisse la main. Merci pour le compliment. Alors, je vais faire rapide parce que c'est probablement pas la première interview que les gens vont voir de moi. Il va peut-être en avoir marre que je raconte toujours la même chose. En gros, je suis un semi-vieux-rôliste. Donc, en gros, j'ai joué surtout pendant les années 90. J'ai commencé dans les années 90 à jouer. Avec du simulacre quand j'étais petit, fin des années 80. Puis après, j'ai joué du ADT 2e édition, GURPS, Rollmaster. Enfin, que des jeux narratifs et légers. On a vu mieux pour le narratif. Oui, on a bien compris l'ironie. Même si j'ai d'excellents souvenirs, hein, c'est pas une critique en soi, mais voilà, c'est un style de jeu très années 90, quoi. Comme je l'ai dit, on joue comme on aime. Franchement, il n'y a pas de souci. Moi, je joue plus comme ça, mais voilà, je regarde rien. C'était très bien. Et j'ai fait une pause pendant un moment. Parce que la vie, tout ça, et je cherchais un projet que je pouvais faire tout seul, en fait. J'avais eu quelques déconvenues du travail en équipe, et du coup, je me suis rappelé que le jeu de rôle, c'était cool, et que c'était relativement artisanal, donc c'est pas du jeu vidéo, quoi. Parce que le jeu vidéo, pour faire ça tout seul, faut s'accrocher, quoi, par exemple. Donc voilà, disons que c'est dans le domaine du faisable, au moins dans les premières étapes, quoi. Après, il a fallu que je m'entoure, mais au moins pour une grosse partie, j'ai pu le faire tout seul, quoi. Et donc, j'ai créé Hémisphère, donc mon premier jeu, qui a été en financement participatif, dont les PDF sont sortis il y a 2-3 mois, pas de bêtises. Là, j'en ai en attente de fabrication par l'éditeur, donc c'est plus trop entre mes mains, en fait. Et souvent, j'ai eu d'excellents retours sur des PDF, mais bon, voilà, pour l'instant, il est techniquement pas sorti en physique. D'ailleurs, on peut peut-être faire une petite parenthèse pour dire que tu as été édité chez Posidonia, et que par contre, Space Horror Stories, tu l'auto-édites. C'est ça. C'est-à-dire que le premier au Hémisphère, au départ, j'envisageais la possibilité de le faire, de m'auto-éditer. Mais c'était trop gros, c'était un gros jeu, donc j'aurais pas pu. Il y a un moment, on peut pas. Faut savoir accepter qu'on a un temps, une énergie limitée.
Et donc, du coup, voilà, je me suis édité. Et là, parce que j'aime bien ça, tout simplement parce que j'aime bien ça, je m'auto-édite. Donc, voilà, je fais des devis, je fais ce genre de choses. Je réfléchis. Bon, alors après, la com, tout ça, je faisais déjà pour Hémisphère. Mais voilà, après, moi, voilà, c'est un truc que j'aime bien, faire la direction éditoriale de moi-même. En fait, tu fais un petit Voilà. peu tout. D'ailleurs, on va un Ouais. petit peu faire ça et présenter ce que tu m'offres, en fait. Tu fais un petit peu tout parce que sur Space Horror Stories, tout comme Hémisphère, au final, monsieur écrit, dessine, il fait la mise en page. Enfin, sur Oui. Hémisphère, je sais pas si c'est le cas, mais c'était aussi le cas pour Hémisphère pour la mise en page. Oui, c'est moi qui ai fait la mise en page. J'ai fait une grande partie des illustrations. Elles ne sont pas toutes à 100% de moi, mais la plupart, oui. Il y a aussi Lunart qui a fait des illustrations. Et pour le texte, j'avais aussi un co-auteur qui a un petit peu fait de contenu et qui me faisait de la relecture critique, essentiellement, de manière expéditive. Ça, c'est de la merde. Voilà. Mais c'est très... Droit au but, hein. Ouais, non, mais c'est très bien. Bon, au bout d'un moment, j'ai dit, si vous pouvez éviter les qualificatifs, voilà, plus tranquille, parce que bon, pour le moral, c'est difficile, c'est long déjà, il y a beaucoup de boulot. Si en plus on te dit que c'est de la merde, bon. Mais sinon, non, mais par contre, je remercie parce que par un non négligeable de la qualité du jeu, c'est grâce à lui, quoi. Il m'a poussé dans certaines directions, etc. Donc, et alors j'ai déjà tendance à être assez, comment dire, j'ai une névrose de cohérence, on va dire. Donc dès qu'on me dit oh là il y a une incohérence, je peux pas laisser, ça me rend malade. Donc du coup je suis déjà un peu comme ça, quoi. Mais du coup Surtout, voilà. c'est quand même des sujets où la cohérence est un peu difficile des fois à atteindre, hein. La personne qui va au cinéma et qui sort de Jurassic Park et qui dit c'est pas logique, c'est pas réaliste. Alors réaliste et cohérent, c'est pas la même chose. Oui, Mais tout à fait. Mais bon, la cohérence, c'est quand même. Il faut quand même que ça tienne debout, c'est vrai. Ouais. J'attache beaucoup d'importance à la cohérence interne d'un univers, ou enfin, peu importe de quoi d'ailleurs. À partir du moment où tu as des prémices, tu les respectes. Si tu ne respectes pas les prémices que tu as toi-même mis en place, il y a un problème. Mais voilà. Ça, c'est mon truc. Leitmotiv. Voilà. Pour qu'on te situe un petit peu plus dans le style de jeu, quel serait, selon toi, hormis tes jeux évidemment, quel serait ton jeu à toi, on va dire, que tu apprécies le plus? Pas forcément celui que tu as le plus joué, mais le jeu, hormis les tiens bien sûr, hein, que tu apprécies le plus pour que les auditeurs puissent un peu te situer. Alors, me situer par rapport à un jeu autre, ça va être compliqué. Déjà parce que honnêtement, autant je jouais beaucoup à plein de jeux différents, on va dire, dans mes jeunes années, autant là c'est compliqué je joue à autre chose qu'au mien, en fait j'ai pas le temps. Donc c'est un peu compliqué. J'ai pas vraiment de jeu fétiche, qui ressort particulièrement du lot, quoi. Je lis énormément de jeux. Donc, À la lecture, donc t'as pas un petit jeu qui ressort un petit peu du lot pour toi? Pas un particulier, non. J'ai plein de jeux où j'ai trouvé des choses intéressantes, mais j'ai pas de un en particulier, quoi. Je saurais pas dire là. D'accord. Si je dois faire un truc, c'est pas un jeu, c'est un supplément. C'est GURPS Espace. GURPS Espace. C'est pas récent pour le coup, mais c'est bien. Voilà. En français, donc la version française, donc qui est dans les années 90 ou 80, je sais pas quand il est sorti, mais c'est celui que j'avais, quoi. Qui est vraiment très 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 bien. Je m'en suis jamais servi, mais maintenant, on va attaquer quand même ton bébé. Oui. Le tout dernier. Celui pourquoi on est là. Space Horror Stories. Ça vient d'où? Ça parle de quoi? Comment on y joue? Raconte-nous tout. Alors, comme son nom l'indique, c'est l'horreur spatiale.
Alors, plus précisément, c'est de l'horreur en huis clos spatial. Voilà. Le contrat, c'est ça. L'idée étant, grosso modo, de faire un film d'horreur, en fait. Avec les codes et tout ça, des films d'horreur dans l'espace, type Alien, Event Horizon, Sunshine, etc. Dead Space. Même si Dead Space, il y a des animes, mais c'est un jeu vidéo, mais les animes, du coup, ça fait des films, quoi, même si ils sont pas filmiquement extraordinaires, mais la menace est très sympa. Donc voilà, et en gros, l'idée, le contrat, c'est qu'à la fin de la partie, il faut si c'est réussi, c'est qu'on se dise, putain, ça ferait un bon film d'horreur. Voilà. Donc le but, c'est de tourner un film d'horreur avec un réalisateur, des acteurs qui co-réalisent un petit peu. Alors, pour le coup, autant on utilise les codes du cinéma et tout ça, autant c'est pas des acteurs. C'est des joueurs, hein, ils sont peu acteurs, Oui. mais je veux dire, heureusement, ils sont pas vraiment enfermés dans un vaisseau. Mais les personnages, eux, sont pas des acteurs. Parce qu'il y a des jeux comme ça, hein, où on joue vraiment des acteurs. Là, non. De ce point de vue, c'est relativement classique, quoi. On joue des personnages qui sont dans une situation, voilà. Mais par contre, on utilise les outils du cinéma d'horreur, du cinéma et en particulier du cinéma d'horreur, notamment pour rendre l'expérience la plus intéressante, plus proche du genre possible. Voilà. En gros. Qu'est-ce que tu as fait pour rendre pour rendre le jeu proche du cinéma, de la série? Quels sont les outils que tu proposes donc pour atteindre ce but? Alors il y en a plusieurs. D'abord, j'ai pensé que toucher uniquement au système de jeu, ça suffisait pas. Système de jeu au sens où on l'entend habituellement, hein, oui. C'est-à-dire les règles pour les actions, les machins, ou même le stress, bref. Donc il faut y toucher, mais c'est pas la seule chose à toucher. J'ai voulu toucher à la structure de la partie, en fait. Parce que, alors, pour que ça colle à, on va dire, une structure classique et basique de films d'horreur. Il y a des films d'horreur qui font pas exactement comme ça, c'est évidemment. Et dans l'absolu, on n'est pas obligé de faire exactement comme ça. Mais avec les contraintes qui est que c'est one shot, on n'est pas des vrais réalisateurs de films avec les talents de vrais réalisateurs de films éventuellement. Tout ça, donc avoir une structure déjà bien carrée dont on sait qu'elle fonctionne, ça me paraissait intéressant. Donc du coup, en gros, il y a 4 phases. Bon, la préparation de la partie qui est en gros, on choisit le contexte, on crée les personnages, etc. Ensuite, il y a une phase d'exposition où l'on joue des scènes d'exposition. Comme dans tout bon film d'horreur, il faut de bonnes scènes d'exposition pour connaître les personnages, pas forcément entièrement, hein, des bribes, mais des bribes qui suffisent à les rendre crédibles et attachants. Voilà. Pour qu'après, quand il leur arrive des trucs, on se sente concerné, parce que si c'est juste des no-name, comme diraient certains, on s'en fout, il meurt, il est mort, on s'en fout. Voilà. Le fameux personnage de Star Trek qui n'est pas dans le génie. Ouais, ou juste 99% du casting d'Alien Covenant. Voilà. Voilà. Donc, faut pas faire comme ça, les gens. Alors, donc voilà. Donc, en gros, avec ça, il y a des outils, des cartes, en fait, avec des dialogues, et des secrets, des machins, pour mettre en place cette phase et faciliter l'improvisation, notamment avec des questions du genre au fait, ta femme, elle est accouchée, ce genre de trucs. Oui, des petites phrases on donne un petit peu de vie, un petit peu de personnalité au personnage. Et en fait, c'est pour donner du support à celui à qui on parle, pour qu'il improvise. C'est pour ça les questions, c'est intéressant. Il n'y a pas que des questions, mais il y en a beaucoup, c'est essentiellement des questions. Donc voilà, ensuite il y a l'amorce, qui est en gros la cinématique d'intro. Ça y est, le quotidien, c'est pas exactement la cinématique d'intro, c'est en gros, c'est l'événement déclencheur, c'est ce qui va faire que la situation qui est normale, quotidienne, attendue, voilà, va devenir anormale, horrifique, etc. Donc c'est le lien, quoi. Et ça, c'est cinématique, c'est le réalisateur qui raconte. Le réalisateur, c'est le meneur de jeu. Hein.
Et ensuite, c'est la partie entre guillemets classique, c'est-à-dire il y a des joueurs, maîtres de jeu, ils essaient et les personnages essaient de survivre dans un huis clos horrifique. Voilà. Donc, si on connaissait pas, moi je connais un petit peu ton jeu, donc je triche, mais si on connaissait pas ton jeu, on se dirait bon bah voilà, place, il y a quand même un peu du operandi pour mettre les choses en place. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment tu fais monter crescendo la pression et la tension? Alors il y a le terme est utilisé. Il y a deux outils principaux. Le premier, c'est la manière dont sont décrites les menaces, parce qu'il y a 10 menaces décrites dans le jeu. Alors, on peut en inventer, bien sûr. Et en gros, elles sont décrites de telle manière que, avec une échelle de manifestation, c'est-à-dire qu'il va du plus implicite et flou et indirect, au plus explicite, direct et dangereux. Donc, pour donner un exemple, on va commencer par « Oh là là, tiens, c'est bizarre, il n'y a personne dans cette station. Tiens, on a trouvé du sang. Tiens, un cadavre. Tiens, il y a un machin qui a disparu en hurlant. Et oh là là, il y a une énorme bestiole qui nous saute dessus. » Voilà. Voyez, tac, 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 ça monte. Et naturellement, sans besoin de scénario vraiment précis écrit, quoi, ça permet d'avoir un déroulé, on va dire, des événements qui sont liés à la menace directement, quoi. Ça, c'est le premier outil. Alors, qui est, comment dirais-je, c'est une aide, c'est-à-dire c'est pas prescriptif. C'est essentiellement pour aider le réalisateur à avoir une montée. Donc, c'est des exemples, donc des fois, ça colle pas exactement, vous adaptez, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment donner de l'illustration, des exemples pour que le réalisateur sache à peu près où il en est et comment il faut monter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ce sont les cartes tension. Alors, j'étais pas satisfait de l'offre en termes de gestion de la psychologie du stress, tout ça, des personnages dans les jeux actuels. Enfin, dans les jeux que je connais, en tout cas. Je ne pense pas connaître 100% de tous les jeux. Et du coup, je me dis, je vais faire autrement. Et voilà. Donc, du coup, on utilise les cartes. Alors, très, très rapidement, en gros, quand le personnage vit une situation stressante, effrayante, etc., ou traumatisante, enfin bref, il va piocher une ou deux cartes tension. Enfin, le joueur va piocher une ou deux cartes tension, selon l'intensité. Et il les garde en main. S'il arrive à 8 cartes, il doit faire un test. S'il rate le test, son personnage s'effondre psychologiquement. C'est-à-dire ça, il est catatonique, il pète une durite, même ou il se suicide. Enfin, c'est fini, quoi. Le personnage, il est perdu. Au mieux, ça devient un PNJ. Au mieux, ça devient un PNJ qui ne sert à rien. Et du coup, il faut s'en débarrasser de ces cartes. Pour s'en débarrasser, soit on se repose, classique, dans un lieu sécurisé, tout ça, bon voilà. Soit on se fait rassurer par un autre personnage. C'est une action, hein, donc qui peut échouer, mais voilà. Dans ce cas, on se défausse d'une carte en plus. Soit on joue ce qu'il y a sur la carte. Et ce qu'il y a sur la carte, c'est... alors, il y a un contexte, à chaque fois que c'est permis que ça colle toujours au contexte. Et en gros, ça va être... tu te mets à pleurer, tu t'enfuis en courant dans une direction choisie par le réalisateur, tu as une crise cardiaque, tu es fébrile, tu t'évanouis, tu commences à hurler sur un autre personnage en lui disant que tout est de sa faute, tout ça, tu tapes contre un mur, etc., etc. Ce qui est intéressant avec ces cartes, moi ce que je trouve vraiment super, c'est qu'elles interviennent dans le scénario, en fait, elles font partie intégrante même du scénario. Nous, on l'a vu sur les deux parties, en fait. Moi, sur une, mais sur la chaîne, vous pouvez en trouver une deuxième qui a été mise. On voit bien que ça influe complètement la narration du scénario. Et ça crée des scènes qui deviennent passe de ce qui aurait pu être second plan à presque premier plan, en fait, sur ce qui se passe. Alors, c'est-à-dire que si on est en train de s'enfuir et que d'un coup il y en a un qui s'évanouit, ça change pas mal la donne. oui.
Mais des fois, oui, disons que ça crée du jeu de manière organique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'avoir prévu avec le scénario, que il allait passer ça, etc. Alors évidemment, tout ce qui est figurant, c'est-à-dire les PNJ, c'est géré directement par le réalisateur, il n'a pas de carte, lui. Mais ça permet aussi d'avoir l'esprit pour s'il a envie de tirer des cartes, pour dire, tiens, ça peut être inspirant, quoi. Bon, après, on les connaît, hein, mais quand on commence à jouer un petit peu, on les connaît, mais ouais, ça permet aussi ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la grosse force de Space Horror Stories. Enfin, il y en a deux grosses forces. C'était pas les cartes? Oui, non, mais les cartes en font partie, ça, tu verras dans la deuxième grosse force, elle en fait partie. Mais la première grosse force aussi de Space Horror Stories, c'est cet aspect modulaire. C'est un jeu à part entière. Cet aspect modulaire que tu peux faire, c'est-à-dire tu peux l'adapter à tous les autres jeux. En fait, c'est ça qui est très sympathique. Ouais, alors en fait, oui, c'est-à-dire que les cartes, alors bien sûr que les cartes utilisent un petit peu le système de jeu de Space Horror Stories, mais comme la relation est assez légère, c'est très facile de le transposer à un autre jeu, en fait. Il y a assez peu de tests demandés sur les cartes, il y en a, mais c'est assez rare. Et c'est essentiellement du RP et des fois des malus. Mais malus, c'est facile à se transposer. J'ai une bêtise, si on dit malus de E, vous jouez en descend, vous dites c'est 10%. Et puis, voilà, exactement. L'aspect des cartes, justement, que tu peux caser partout. Tu vois, j'ai recasé les cartes. Voilà. Et alors, pour la petite anecdote, j'ai un MJ bêta-testeur qui a... En fait, il avait le matériel dans son sac. Il était à son club de jeux de rôle. Et il avait des joueurs, mais les joueurs n'étaient pas très branchés horreur. Donc, du coup, il en a fait un scénar de super-héros dans l'espace, en bidouillant un peu sur le pouce les règles, quoi, et en utilisant les cartes quand même. Pour introduire juste une petite dose de... Voilà. Et ça a très bien marché. Dans un style qui est particulier, donc vous avez des super pouvoirs et tout. J'ai pas assisté à la partie, donc on m'a raconté, mais a priori, ça s'est très bien passé et ils étaient contents. Et on peut même, tiens, on a envie qu'une partie de Donjons et Dragons d'introduire pour une partie de la tension psychologique. Par exemple, tu veux faire un Ravenloft en rajoutant un petit peu de tension, voilà. Pourquoi pas, hein. On peut très bien utiliser les cartes tension par-dessus, quoi. Ou remplacer le système de stress de notre jeu par celui-là, par exemple. Je prends Au lieu de perdre Alien Mothership, tout ça, on peut ne pas... changer le truc de tension, c'est très facile à intégrer à notre jeu. De même, il y a toutes les aides de jeu, les portraits, les menaces même. Hein. Il y a assez peu de chiffres, donc le système est assez léger, donc du coup, c'est assez facile, surtout dans l'horreur où les stats, c'est moins important, on va dire. Parce qu'en plus, il n'y a qu'une menace. Des fois, il y a plusieurs avatars de la menace, mais en gros, il n'y a pas 50 monstres à prévoir, quoi. Du coup, même pour notre jeu d'horreur, voilà, ça peut parfaitement servir, même si tout le reste du système on l'utilise pas, rien, les menaces, tu peux très bien t'en servir dans d'autres jeux. C'est la tension, sans aucun souci. Ouais. Moi, j'imagine très très bien les voir dans d'autres jeux, et ça, c'est une force en fait de ce jeu. La deuxième force, c'est qu'est-ce qu'on arrive ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai aucune idée, mon sens, ce qu'on va faire. Là, le regard se porte sur la boîte de Space Horror Stories. Et le jeu est parfait quand on ne sait pas quoi faire. On n'a pas trop d'idées. C'est un jeu qui se met en place très rapidement, et ça, tu peux nous le dire. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario préécrit. Donc, on ouvre la boîte et on joue. Alors, bien entendu, ça demande de savoir y jouer. Il faut avoir lu déjà la boîte, évidemment. Avoir lu et déjà savoir y jouer quand même, un minimum. Sinon, c'est un peu compliqué de jouer directement. Mais à partir du moment où on connaît le jeu, oui, on ouvre la boîte et on joue. Parce que tout est prévu pour être sur le pouce, en fait. Le contexte est choisi par les joueurs, l'introduction aussi. Là, le reste, réalisateur rebondit sur ça en proposant une menace. Alors, il la propose pas explicitement, il leur dit pas ce que c'est, hein, mais il choisit une menace qu'il a envie de faire, puis hop, il fait le lien, et paf, c'est parti. Et le reste se met en place de manière organique. Les personnages se font en 5 minutes,
Ensuite, la mise en place, une fois qu'on a lu, en fait, comme tu dis, le jeu, qu'on voit bien les différentes phases, comment ça se fait, ça roule tout seul. Hein. Après, le jeu, il faut choisir la menace, on voit comment la faire monter. Le système de jeu, on n'en a pas parlé. Pareil, il est très rapide et très, très fluide, en fait. Peut-être qu'on peut l'aborder, d'ailleurs, le sujet. Ouais, bah, c'était une contrainte principale que j'avais dans mon cahier des charges, qui est que je voulais que ce soit rapide d'exécution. Alors, c'est pas forcément le système le plus intuitif au sens habituel, c'est-à-dire que c'est pas un dessin, on fait un roll under et puis c'est bon, quoi. Ce que je peux comprendre, hein, ça a des qualités d'avoir un système qui est habituel, quoi. Il n'y a pas besoin d'apprentissage, en fait. Mais je voulais avant tout qu'il soit rapide d'exécution, donc lecture directe, éviter les additions, tout ça, ouais, il y en a toujours à un moment donné, mais le moins possible, en fait. Et donc, dans un jet normal, c'est-à-dire sans conditions particulières, c'est une lecture directe. Donc, on voit, c'est directement, on a réussi, on n'a pas réussi, il n'y a pas d'addition. Donc, vite fait, en gros, les caractéristiques. Alors, on a 5 caractéristiques. Les caractéristiques, c'est des seuils à dépasser. Donc, en fait, il faut faire au-dessus, à égal ou au-dessus. C'est pour ça qu'ils sont représentés par 6 plus. Enfin, c'est 6 et plus, par exemple, ou 7 et plus. Enfin, et on jette 3d8. Chaque dé qui fait égal ou supérieur à la carac utilisée, ça fait un point de succès. La difficulté, c'est le nombre de points de succès à atteindre. C'est tout. Si on a une expertise, c'est une équivalent d'une compétence ou un truc comme ça, qui s'applique, au lieu de jeter des D8, on jette des D10. Mais sinon, c'est pareil. Et la base, c'est tout. Ce qui concerne les capacités intrinsèques des personnages, c'est tout. Voilà. Et après, il y a des bonus qui sont des dés fudge. Pour ceux qui connaissent, c'est des dés avec des faces plus, moins, pour pouvoir dire directement si on a des succès en plus ou en moins. Et ensuite, alors il y a 2 mécaniques qui sont aussi pareil pensées pour le genre, pas forcément pour la rapidité d'exécution, là, mais pour coller au style, qui est se surpasser. C'est-à-dire qu'on augmente ses chances de succès, ce qui parfois est obligatoire parce que des fois la difficulté est supérieure à 3. Donc forcément avec 3D, on ne peut pas faire plus de... Un peu délicat. Donc il donne des bonus, se surpasser, mais en contrepartie, on pioche une carte tension. Et ensuite, il y a le sacrifice, de se sacrifier. On gagne de gros bonus. Et en échange, enfin, en contrepartie, on meurt. C'est délicat. Et on gagne de gros bonus. à la fin de l'action, bien entendu. Il faut dire aussi, par contre, très important, c'est pas un play to lose, comme on dit, c'est ça. On ne joue pas spécialement pour que les personnages meurent. Hein. Voilà. Alors, des fois, ça peut être cool qu'ils meurent parce que, surtout sur une scène finale, on a peut-être envie de partir surtout quand c'est désespéré, quand on a quand même très peu de chances de réussir, ça peut être une manière de partir en beauté. Mais c'est pas un play to lose, on essaie de survivre. Et c'est aussi ce qui crée la tension avec les cartes. Alors, j'ai envie de dire, on peut jouer en play to lose si on veut. Rien n'empêche, je ne vais pas être derrière vous à la table pour vous empêcher de jouer en play to lose. Hein, mais il n'est pas pensé pour être un play to lose. C'est-à-dire que la mécanique des cartes introduit une tension sur le joueur. Et cette tension n'est présente que si il essaie de survivre. S'il essaie pas de survivre, on peut prendre du plaisir à jouer les cartes pour juste le côté RP, tout ça, il n'y a pas de problème. Hein, mais du coup, ça enlève cette tension-là. Ouais. C'est vrai que la tension est plus difficile à maîtriser sur... Voilà. Si on sait que le personnage va obligatoirement mourir, ce qui n'est pas forcément le cas quand même. Le but, c'est de faire une... En fait, le but, c'est de faire une bonne histoire. Si vous jugez qu'à la fin, il faut faire un sacrifice. C'est les joueurs, en fait, qui vont un petit peu décider tout ça. Et ça, c'est assez sympa. Mais voilà, le fait de devoir survivre fait que du coup, on va quand même... voilà, c'est ce côté-là, c'est quand même le côté jeu, entre guillemets. Alors, challenge au sens... c'est vite dit parce que, bon... oui. Voilà, il y a quand même pas mal de... comment dirais-je, de contournements du simple fait du format jeu de rôle, j'ai envie de dire. C'est pas
c'est pas un jeu de plateau. Donc il y a forcément de l'interprétation. À partir du moment où il y a de l'interprétation des choses et de l'arbitraire, forcément, forcément, le côté challenge, il est relativement limité. Parce que forcément, ça va être enrobé avec de la narration, des machines, tout ça, comme dans n'importe quelle partie. Hein, mais ouais, il y a quand même ce côté-là où on est là pour essayer de s'en sortir, quoi. Et donc, Oui, pas être stupide aussi. Ah bah Ouais, non, alors, non, oui, voilà. alors, je ne sais pas pour les joueurs, c'est juste éviter le côté non, en fait, m'en fous, je meurs. Et surtout, ne pas avoir volontairement des comportements stupides parce qu'on est dans un play to. Enfin, je dis pas que c'est forcément le cas, hein, mais voilà, c'est pas l'idée, quoi. On essaie de survivre. Par contre, comme L'idée, on c'est doit de faire gérer. un film, en fait. C'est Voilà. pas que Alors, on est libre de faire un nanar, mais le but, c'est de faire un bon film. Voilà. L'idée, c'est de faire un bon film. Et c'est les cartes qui créent les complications. On se crée des complications avec les cartes, mais parce que c'est un mécanisme ludique, c'est-à-dire que on est un peu obligé de les jouer à un moment, parce que sinon, on va perdre le personnage. Et on veut pas le perdre. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas un play to lose, parce qu'il y a vraiment ce truc-là. Parce que sinon, pourquoi jouer des cartes? Alors, à part pour le plaisir du RP, attention, hein, mais dans une optique ludique, pourquoi jouer les cartes? Parce que de toute façon, si on a un play to lose, autant laisser filer, puis je finis catatonique, et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà. Donc, voilà, après, ça, après, c'est parce que c'est pas ma manière de jouer, mais je sais qu'il y a des gens qui... Chacun joue comme il en a envie, on est d'accord. Mais oui, en fait, voilà, le principe est que ce n'est pas un play to lose, c'est que voilà. Et après, si vous voulez le jouer en play to lose, c'est pas du tout interdit. Il y a des jeux d'ailleurs, d'excellents jeux qui sont sortis dernièrement, qui sont des play to lose. Horrifique, par exemple. Horrifique, parfait exemple. Un excellent jeu, avec une très belle mécanique aussi, et qui va faire sa montée d'horreur différemment. C'est intéressant de voir la différence entre les deux jeux, même si la grosse différence, c'est qu'il y en a un qui... C'était pas la même époque, mais bien que... Disons que alors, si je devais faire un catalogage rapide, c'est que Horrifique, c'est plutôt littéraire, alors que moi, c'est plus cinéma. Pas faux. Oui, c'est vrai, c'est un peu ce que... Je pense que l'auteur d'Horrifique serait bien d'accord avec l'analyse. C'est vrai. De toute façon, les deux sont deux expériences totalement différentes. Donc, on va rappeler quand même que Space Horror Stories est sur Game of Tabletop. Ça y est, il est financé. Ouais. Que si vous voulez jouer au jeu, ne pas hésiter à aller faire votre contribution pour atteindre les différents objectifs qui restent à venir. Est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs de ces objectifs? Oui, alors du coup, à 8000, il y avait le financement. Hein. Donc ça, c'est bon. Ensuite, à 10 000, il y a... alors c'est fort que j'explique ce que c'est, parce que c'est un truc additionnel qu'il y a dans la boîte, mais si vous ne savez pas de quoi je parle, ça ne va pas beaucoup vous aider. En gros, c'est un dépliant 4 volets, un peu comme un écran, mais souple, un format épais comme de la feuille, hein, c'est pas du tout un écran, sur lequel il y a tout ce qu'il faut pour créer son perso, quoi. Comme ça, les joueurs sont autonomes. Et donc, dans le premier palier, c'est que j'en mets un deuxième. Parce que comme la table souvent a deux côtés, oui. Pour la lecture, c'est plus simple qu'il y en ait un de chaque côté. Le fameux « passe-moi le bouquin ». Voilà, c'est ça. Ça, c'est le premier palier. Donc, alors, il faut savoir que je pense toujours pratique. C'est pas du goodies pour que ce soit joli pour la collection. C'est pas mon... Moi, je fais des jeux pour jouer. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est pratique pour le jeu. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a l'écran classique, l'écran du réalisateur. Donc, pratique parce que tu as les tables derrière. Enfin, bref, voilà. C'est une aide de jeu, hein, tout simplement. Et accessoirement, ça fait le classique écran pour planquer la menace ou autre truc qu'on ne veut pas montrer aux joueurs. Pas l'aider, puisque sauf les blessures, le seul truc que le réalisateur jette comme dé, c'est pour les blessures quand c'est lui, l'environnement, les PNJ ou les monstres ou autres qui infligent au personnage. Sinon, il jette pas de dé.
Donc au moins, ça règle le problème. Donc ça, c'est à 12 000. Et à 13 500, le dernier palier, c'est que j'avoue que j'aimerais beaucoup qu'il soit débloqué, mais ne serait-ce que parce que quand je vais avoir ma boîte à moi pour jouer, j'aimerais bien avoir ça. Ah oui, parce que je joue aussi. Hein. C'est les cartes portraits réinscriptibles pour pouvoir marquer le nom dessus. C'est vrai que c'est pratique. Voilà. Alors, de base, les cartes portraits ont les noms au dos. Ouais, vous avez une liste de noms, mais vous pouvez pas marquer le nom, celui que vous avez choisi. Ça, c'est sur votre fiche de perso. Et pour les PNJ, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne la carte et on prend le premier, par exemple, on fait une convention, on prend le premier ou le dernier, et puis on a son nom, quoi. Mais c'est quand même plus sympa de pouvoir marquer directement sur le bon côté, dans un petit bandeau, le nom. Voilà. Ça évite de devoir retourner la carte. Voilà. Écoutez, voilà. il reste combien de temps là de participation? Je crois que tu as encore une semaine, à l'heure où on tourne. Il y aura une semaine, ce soir 23h, il restera une semaine. D'accord. Chose à dire. Merci à Numsys d'être venu pour nous présenter ton bébé. Merci à toi. Si vous aimez le principe horrifique, si vous aimez en fait le jeu que peut être mis en place, mais vraiment en 5 minutes, t'as déjà lu n'hésitez pas, c'est un bon jeu qui va vous permettre de vivre des films, de mettre en scène des films, des séries, et qui sait. N'hésitez pas donc à foncer sur ce jeu. Le lien sera dans la description. Et en attendant, n'oubliez pas, jouez comme vous aimez et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.